Une mère protégeant son enfant, deux sœurs serrées dans une dernière étreinte, une famille blottie sous un escalier. Pendant plus de 150 ans, les historiens ont cru voir là quelques-unes des scènes les plus bouleversantes de Pompéi. Mais l'ADN raconte une autre histoire. Le matin du 25 août 79 de notre ère, une vague de cendres et de gaz surchauffés dévala les pentes du Vésuve, engloutissant Pompéi sous des températures pouvant atteindre 500 degrés Celsius. En quelques instants, les rues, les maisons et les habitants restés sur place furent enfermés sous une couverture dense, suffocante, de débris volcaniques. Une première couche de ponce et de cendres était tombée pendant la nuit, mais ce furent les dernières coulées pyroclastiques, rapides, mortelles et impossibles à fuir, qui ensevelirent définitivement la ville. Sous ce poids, les corps furent emprisonnés dans une matrice de cendres fines, coupées de l'air et de l'humidité. Au fil des jours et des semaines, les tissus mous disparurent, détruits par la chaleur et l'activité bactérienne, tandis que la cendre autour d'eux durcissait en une coque poreuse. Ce qui resta, ce furent des espaces creux, des empreintes exactes et morts, conservant la forme de bras tendus, de doigts recroquevillés et de corps effondrés. Ces vides, étanches et intacts, gardèrent plus tard les derniers fragments d'os, dissimulés pendant des siècles. La violence de la catastrophe et la chimie particulière de la cendre volcanique créèrent une fenêtre archéologique rare. Non pas des corps fossilisés, mais des moules négatifs. Chacun d'eux était un instant de vie humaine arrêté dans le temps, attendant d'être retrouvé. En 1863, Giuseppe Fiorelli se tenait devant une zone de cendres durcies à Pompéi, et ne vit pas seulement la destruction. Il y vit une possibilité. Il remarqua que, sous la surface, les débris volcaniques cachaient parfois des cavités, forme exacte laissée par les corps perdus lors de l'éruption. Au lieu de retirer les rares os restants, Fiorelli imagina une méthode radicale. Il versa du plâtre liquide dans ces vides, le laissant pénétrer chaque contour. Quelques heures plus tard, la coque durcie fut soigneusement dégagée. Là où il n'avait eu que le vide apparut une silhouette saisissante, le premier moulage, connu des premiers fouilleurs comme la Dame du Vésuve. Pour la première fois, les morts de Pompéi recevaient une forme visible. Leurs derniers instants étaient rendus présents dans le plâtre. La technique de Fiorelli transforma des cavités accidentelles en objets d'étude, changeant l'absence en présence. Sa méthode devint un modèle pour des générations d'archéologues, invitant à la fois l'analyse scientifique et l'émotion humaine. Les moulages devinrent des icônes, mais ils étaient aussi des artefacts façonnés par les choix, les limites et les suppositions de ceux qui les avaient produits. Aujourd'hui, ces figures ne sont plus seulement des reliques de tragédie, ce sont des indices, attendant que la science moderne leur pose de nouvelles questions. Des rangées de silhouettes en plâtre, silencieuses depuis des générations, devinrent alors le centre d'une enquête nouvelle. À la place des burins et des pinceaux, les chercheurs utilisèrent un scanner de tomodensitométrie à haute définition, capable de produire 128 coupes avec des voxels de 0,25 mm. Chaque examen révéla ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. 30 moulages furent choisis parmi les 104 catalogués, sélectionnés pour leur état de conservation et pour les traces d'os aperçues à travers ces fissures ou d'anciennes zones restaurées. Le champ de vision du scanner, large de 180 mm, permettait de capturer des torses entiers en un seul passage, cartographiant l'os, le plâtre et les vides, avec une précision médico-légale. Là où le regard du XIXe siècle ne voyait qu'une forme, la tomodensitométrie révéla des fragments vertèbres, phalanges, éclats de côte, chacun enfermé dans le plâtre depuis les premiers moulages de Fiorelli. 14 moulages, ceux où l'imagerie révélait les os les plus lisibles, furent ensuite échantillonnés. Des techniciens percèrent de minuscules carottes de seulement 2 mm de largeur, plus fines qu'un crayon, à travers des fissures déjà existantes, sans jamais briser la silhouette du moulage. Chaque échantillon de poudre fut scellé, enregistré, puis transféré par des mains gantées dans une salle propre, où chaque outil était stérilisé et chaque surface décontaminée. Des protocoles stricts de traçabilité suivirent chaque mouvement, depuis l'instant où la perceuse toucha le plâtre, jusqu'au moment où l'ADN entra dans le séquenceur. Parmi ces prélèvements, 5 fournirent un ADN assez solide pour reconstituer un génome complet. Le processus fut lent, précis, impitoyable et ne laissait aucune place à l'erreur. Pendant 150 ans, les moulages avaient été considérés comme des coquilles vides. Le scanner et l'ADN ont prouvé le contraire. À l'intérieur, les morts de Pompéi avaient laissé plus que leur forme. Ils avaient laissé des fragments de leur identité.
Pendant 150 ans, les historiens ont cru que l'adulte du moulage de la maison du bracelet d'or était une mère morte en protégeant son enfant. Le bracelet d'or à son poignet semblait confirmer cette lecture maternelle. Mais l'ADN dit autre chose. L'analyse génétique a identifié l'adulte comme un homme porteur de chromosome XY et non comme une femme. L'enfant près de lui n'était pas biologiquement apparenté. Dans la Rome antique, les bijoux en or n'étaient pas réservés aux femmes. Les hommes de haut rang portaient souvent bracelets, bagues et broches ornées, un fait effacé sous les couches d'un récit moderne trop familier. L'étreinte du cryptoportique, longtemps décrite comme deux sœurs ou une mère et sa fille, figées dans un dernier moment d'amour, s'effondre elle aussi sous l'examen. L'ADN révèle qu'il s'agit d'un homme et d'une femme, sans lien de parenté biologique proche. Leur relation, si relation il y eut, reste inconnue. L'intimité de leur posture, jadis interprétée comme un amour familial, pourrait n'être que le résultat du chaos, une proximité accidentelle dans un monde en train de s'effondrer. Sous l'escalier, 4 corps blottis ensemble furent pendant des décennies présentés comme une famille nucléaire. Là encore, l'ADN contredit l'histoire. Aucun couple parmi eux ne partage de lien génétique proche. Chaque homme portait des marqueurs d'ascendance distincts. Leur seul lien certain était la catastrophe qui les avait enfermés ensemble. Ces renversements ne sont pas de simples corrections scientifiques. Ils montrent avec quelle facilité notre regard moderne, en cherchant des histoires familières, peut mal lire le passé. Les moulages ne sont pas seulement les témoins silencieux de tragédies familiales. Ils sont les preuves d'une ville façonnée par la migration, le commerce et la violence imprévisible de l'histoire. L'histoire de Pompéi continue donc d'être réécrite, découverte après découverte, chaque couche d'hypothèse étant lentement retirée. L'analyse en composantes principales, ces génomes récupérés, a placé les victimes non pas parmi des groupes italiques locaux, mais au plus près de populations anciennes du Levant, d'Égypte, de Grèce et d'Afrique du Nord. Pendant 150 ans, on a cru que ces moulages révélaient une petite ville romaine fermée sur elle-même. L'ADN dit le contraire. Près de 70% de l'ascendance des individus échantillonnés semble liée à des populations de Méditerranée orientale, tandis qu'une part plus réduite reflète des racines italiennes. Cette mosaïque génétique correspond parfaitement aux traces matérielles de la ville. Un récipient en verre découvert dans un thermopolium de quartier a été rattaché chimiquement à des ateliers d'Alexandrie en Égypte, preuve de route commerciale qui traversait tout l'Empire. Pompéi n'était pas un avant-poste provincial immobile, c'était un carrefour de migration, d'échanges et de culture. L'histoire inscrite dans les os et le verre révèle une ville bien plus diverse que les portraits familiaux imaginés par les générations précédentes. Et chaque nouvelle découverte élargit encore son horizon. Gabriel Zurtriegel, directeur du parc archéologique, insiste sur le fait qu'aucune restauration ni aucun prélèvement ne peuvent avoir lieu sans l'approbation conjointe des autorités scientifiques et patrimoniales. Sur les 105 moulages originaux, 86 ont désormais été stabilisés et préservés selon ces protocoles stricts. Les nouvelles fouilles continuent de transformer ce que l'on croyait savoir. Une fresque de banquet dionysiaque a émergé lors d'une excavation en 2025. Un complexe de bains privés a été mis au jour dans le quartier oriental. Un relief de marbre est apparu près de la porte d'Herculanum. Chaque découverte s'inscrit dans un équilibre délicat entre ambition scientifique et respect des morts, afin que chaque avancée soit pesée, documentée et partagée avec soin. Pompéi demeure un site vivant, dont l'histoire s'étend à mesure que chaque couche est révélée. Pendant 150 ans, les historiens ont cru que les moulages racontaient des tragédies simples. L'ADN dit autre chose. Les morts de Pompéi étaient des inconnus, des migrants, peut-être des esclaves, et des habitants bien plus complexes que notre regard moderne ne l'avait imaginé. La découverte continue.